Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement de tout ce qui est santé mentale et soutien psychosocial dans les urgences de santé publique. Et donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce qui est conflit, etc. Mais ces dernières années, et j'ai vu les pays d'où vous venez, c'est aussi le cas de beaucoup des pays dans lesquels vous travaillez, il y a effectivement beaucoup d'urgences, que ce soit Ebola, Covid, le choléra. Et donc, c'est vraiment intéressant pour nous de à la fois discuter un petit peu de la coordination au niveau des urgences de santé publique et aussi comment on va se positionner en tant que SMSPS dans ces contextes-là. Donc, c'est une session qui s'adresse en particulier évidemment au GTT-SMSPS, hein, mais aussi à tous les collègues qui travaillent en santé mentale et soutien psychosocial et les collègues des autres secteurs, comme d'habitude, puisque effectivement, comme vous le savez, la santé mentale et le soutien psychosocial, par définition, est multisectorielle. Et donc, ça va être intéressant pour nous de travailler là-dessus. Il y a un certain nombre des éléments qui vont être présentés aujourd'hui, qui sont évidemment aussi applicables hors urgence, donc en urgence de santé publique, mais aussi hors urgence. Et bien sûr, on fait toujours le lien, comme vous le savez, entre urgence et développement. Et on a notamment aussi beaucoup de situations mixtes, hein, bien sûr, avec à la fois urgence et développement selon les zones ou selon les sujets. Et aussi, malheureusement, bien souvent, plusieurs types d'urgences en même temps. Alors, les objectifs de la session, c'est de comprendre pourquoi et comment la santé mentale et le soutien psychosocial est essentiels dans les urgences de santé publique. Et vous allez le voir, on va parler à la fois au niveau des patients, des communautés et aussi des personnels de santé. On va prendre un temps assez long quand même pour expliquer un petit peu le mode de gouvernance des urgences de santé publique et le rôle du coup des groupes techniques de travail dans ce type d'urgence, puisque c'est pas tout à fait les mêmes modes de gouvernance que quand on parle des urgences dans un conflit avec un système de cluster. Et donc c'est important notamment pour les GTT SMSPS de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir identifier les bonnes personnes et savoir où aller faire du plaidoyer et à quelle réunion participer. On va aussi discuter de quelles sont les recommandations clés du IASC et leur application pratique en santé mentale et soutien psychosocial, avec aussi à la fin et en cours de route hein, un partage des expériences et des bonnes pratiques, avec une présentation de la RDC et de la RCA et des échanges entre nous. L'idée, c'est qu'à la fin, chacun puisse repartir avec une vision assez claire de la place stratégique de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la gouvernance des urgences sanitaires et les leviers d'action que l'on a les uns les autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est juste pour ceux qui sont peut-être moins familiers, hein. La SMSPS a été définie dans le cadre des directives du IASC de 2007 en santé mentale et soutien psychosocial. Et vous le voyez, ça couvre un large spectre puisque ça désigne tout type de soutien, d'ailleurs, désigne tout type de soutien local ou extérieur visant à protéger ou à promouvoir le bien-être psychosocial et à prévenir ou à traiter les troubles mentaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez important. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une urgence de santé publique, puisqu'on est en train de parler de ça. Donc, j'ai pris la définition là, de l'OMS. Hein. Donc, une urgence de santé publique, elle ne se limite pas à une épidémie, c'est toute situation qui menace la santé d'une population à grande échelle, qu'elle soit d'origine biologique, chimique ou environnementale. Et on va y revenir, mais effectivement, dans ces contextes, la réponse est souvent pilotée par un centre d'opération d'urgence de santé publique ou par un incident management system, donc un système de gestion des incidents. Et donc ça, on va avoir l'occasion au fur et à mesure hein, de rediscuter effectivement de ça, puisque ça implique pas mal de choses en termes d'approche qui est différente de ce qu'on a l'habitude. Alors là-dessus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, puisque ce n'était pas forcément l'objet de la présentation aujourd'hui, mais pourquoi quand même c'est important d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse humanitaire? Bah, comme vous le savez tous, les urgences de santé
publiques ont des impacts à la fois sur la santé, sur l'économie et sur le lien social. Donc ça a bien sûr des impacts à plein de niveaux, au niveau de la santé mentale et du bien-être psychologique. On note selon les... Alors, je modère un petit peu hein, les résultats qu'on a là, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont liées notamment à l'épidémie du Covid qu'on trouve dans la littérature, mais qui sont donc parfois un petit peu biaisées puisque le Covid a entraîné aussi tout des tas de mécanismes dans la réponse et la gestion du Covid qui peuvent elles aussi, être facteurs de difficultés au niveau psy. Donc, quand on voit de toute façon des augmentations, des troubles psy ou de la souffrance psychologique, etc., ça peut être à la fois, bah, bien sûr, des troubles qui étaient préexistants. Ça peut être des troubles ou des difficultés qui sont liés à la situation elle-même, donc l'urgence de santé publique ou ses impacts sur l'économie, sur le lien social, etc. Et ça peut être aussi des troubles qui sont liés à la réponse qui est mise en place, par exemple les mises en quarantaine, des deuils, etc. Donc, si on regarde pour le chiffre de l'OMS, là, par exemple, de 2022, on a noté une augmentation de 25% d'augmentation de l'anxiété et de la dépression au niveau mondial pendant la première année de la Covid. Et par ailleurs, on sait aussi, et ça aussi c'est important pour nous positionner en termes de santé mentale et soutien psychosocial, que l'absence d'intégration psychosociale augmente la non-adhésion vaccinale, la méfiance et le risque de propagation secondaire. Et donc, on peut avoir, parce qu'il n'y a pas assez d'intégration psychosociale et de prise en compte de cette dimension-là dans les approches de prévention mises en place, on peut observer des retards de traitement jusqu'à 30% dans certaines épidémies pour des raisons de peur, pour des raisons de fausses croyances, etc. Donc, c'est vraiment des éléments sur lesquels on va avoir un rôle à jouer en tant que SMSPS pour aussi prévenir et limiter la propagation de l'épidémie. Alors, comment concrètement ça se traduit au niveau de cette santé, ces problématiques? Bah, les impacts psychosociaux, ils sont à plusieurs niveaux. Je ne suis pas exhaustive, hein, j'ai juste mis quelques exemples. On peut bien sûr en citer d'autres. Ils peuvent aussi varier, évidemment, selon le type d'urgence, selon l'impact au niveau géographique ou au niveau mondial, selon les réponses qui sont mises en place, selon aussi le fait que cette urgence est plus ou moins meurtrière, selon le fait qu'on est directement touché ou pas, selon le fait qu'on a des réponses au niveau sanitaire, et puis selon aussi le fait que ce soit quelque chose qui soit connu ou pas par les populations, par les soignants, etc. Donc, je vous ai juste mis quelques exemples pour qu'on les ait en tête, mais une fois encore, c'est pas exhaustif et ce sont juste des exemples. Donc, ce qu'on peut noter sur les personnes et les familles, ça peut être bien sûr du stress, de la peur, de ne pas savoir ce qui va se passer, de mal connaître la maladie, de ne pas savoir comment on peut l'attraper, d'avoir peur d'être soi-même malade, d'avoir peur de perdre des proches. Il y a un certain nombre d'épidémies, évidemment, où il y a de l'isolement, puisqu'il y a des consignes qui sont d'avoir une certaine distance sociale. Ça peut être aussi des pertes de repères dans ces moments-là. On peut avoir très souvent des deuils compliqués, puisque souvent on ne peut pas faire les rituels funéraires qu'on a l'habitude de faire. Et donc, il y a des adaptations qui sont mises en place et qui peuvent rendre le deuil compliqué parce qu'il n'est pas culturellement ou familialement fait comme il est fait en principe. On peut aussi être en difficulté pour accompagner les proches. On peut se sentir coupable par rapport à la situation. On peut avoir des réactions prolongées de tristesse, d'impuissance. Parfois, on peut se sentir hostile envers les autorités sanitaires ou politiques. On peut avoir aussi, bien sûr, des enfants qui se retrouvent orphelins ou chefs de famille par rapport à une situation d'urgence de santé publique. Au niveau des soignants, je vous ai fait un peu hein, des groupes comme ça, mais là aussi, on pourrait détailler d'autres groupes. C'était juste pour vous donner quelques clés pour commencer la présentation. On peut avoir bien sûr très souvent une surcharge de travail. On a une exposition répétée des soignants à la souffrance et pour les acteurs de terrain, c'est la même chose, avec un épuisement compassionnel, un burn-out, parfois une culpabilité professionnelle, parfois aussi un sentiment d'impuissance important.
Il y a aussi parfois la peur d'être contaminé, il y a parfois du stigma et d'isolement par rapport, à sa famille, par rapport à sa communauté qui a peur, que l'on soit justement, nous-mêmes contaminés et donc, entre guillemets, «dangereux» pour eux. Et il y a une nécessaire adaptation également de tous les modes opératoires avec, par exemple, des mesures de distanciation, des quarantaines et comment donc on travaille dans ces contextes-là et comment on doit adapter, notre travail par rapport à ces modes opératoires et c'est vrai aussi pour nous, hein, en tant qu'acteurs santé mentale et soutien psychosocial puisqu'on doit revisiter, la façon dont on va pouvoir être en contact, par exemple, avec, les patients, ou avec, les groupes, dans les communautés. Au niveau des communautés, il peut y avoir de la rumeur, de la stigmatisation, de la méfiance entre les différents groupes, parfois même de la violence et il peut avoir une rupture des liens, communautaires habituels et du soutien, social habituel. Et puis sur le système de santé publique, on peut avoir une baisse de la participation communautaire, ne serait-ce que parce qu'on peut estimer par exemple que, il faut éviter les regroupements par exemple et donc, on va limiter le nombre de personnel au personnel essentiel. On va plus pouvoir s'appuyer sur, des volontaires ou des bénévoles par exemple dans les centres de santé. Et puis on peut avoir parfois aussi, des difficultés d'adhésion à certaines stratégies, de prévention qui rendent la mise en place des interventions plus complexes. Donc encore une fois, hein, ça ce sont juste des éléments, quelques éléments, qui peuvent varier d'un endroit à l'autre pour vous donner un petit peu, quelques, notions de l'impact psychosocial que peuvent avoir les urgences de santé publique. Alors, quel est notre rôle? Là, je vous ai mis donc, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un manuel, de coordination santé mentale et soutien psychosocial dans les urgences qui est, disponible et qui existe en français et dans lesquels, il est donc, dit que, la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse aux urgences de santé publique a un rôle à jouer. Elle peut être soit considérée comme un pilier à part entière, la SMSPS, soit liée à d'autres piliers par sa nature transversale. Je vais réexpliquer ce que c'est que cette histoire des piliers après, justement, quand on va un petit peu décrire le système de coordination dans les urgences de santé publique. Et je vais reparler aussi de ce qui est indiqué là par rapport à la posture des GTT et la place des GTT dans ces urgences. Alors, quand on a, une urgence de santé publique, là, je vous ai mis en fait, les 2 systèmes de gouvernance les plus classiques, les plus, courants dans les urgences et vous allez voir qu'ils diffèrent assez, ce qui est pas toujours évident, du coup, en tant que, groupe technique de travail, de connaître ces différentes, urgences et justement le GTT va avoir un rôle important à jouer de transfert et de lien entre ces différents, mode de gouvernance. Donc, dans un contexte à gauche de crise humanitaire classique, qui est connu par beaucoup d'entre vous là aussi, on a une coordination par des clusters avec OCHA, avec un coordinateur humanitaire au niveau du pays. Et puis, on a donc un leadership qui est le coordinateur humanitaire qui travaille sous l'autorité de l'OCHA et du gouvernement. Et on a un GTT SMSPS, qui est mis en place, très souvent à l'initiative d'une, organisation, une ONG, ou le gouvernement. On a donc après un plan de réponse humanitaire qui fait partie du cycle de projet humanitaire avec des financements humanitaires spécifiques. Donc la chaîne de redevabilité humanitaire, c'est, le coordinateur humanitaire à OCHA et ensuite au IASC. Le IASC donc le comité permanent interorganisation au niveau global. Dans une urgence de santé publique, on est dans un autre type, de gouvernance où là, on a une coordination par alors, en anglais, je vous ai mis aussi les terminologies en anglais pour que vous soyez, familiers avec eux, hein, un Public Health Emergency Operations Center. En français, selon les pays, hein, c'est pas, toujours traduit de la même façon. C'est parfois traduit avec COUPS, parfois avec COOMS, parfois c'est encore un autre nom, ça dépend, des pays. Donc c'est une cellule, hein, opérationnelle de réponse aux urgences de santé publique et ça peut être aussi, géré par, IMS, c'est-à-dire Incident Management System ou en français, le système de gestion des incidents.
Donc là aussi, hein, ça dépend un petit peu des pays, enfin, au niveau de qui va coordonner l'urgence. Le leadership, dans ce cas-là, c'est le ministère de la Santé, soutenu par l'OMS. La SMSPS, elle est intégrée dans un pilier technique ou elle est un pilier en tant que tel, on va y revenir après. Et la coordination, là aussi, peut se faire, et vous allez le voir, surtout aujourd'hui, ça a été annoncé vraiment voté au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé, par aussi les GTT SMSPS qui peuvent jouer un rôle clé au niveau de la coordination. Au niveau de la réponse, là, on est dans un plan national de réponse, de riposte sanitaire, avec un financement en santé publique, le financement des urgences de l'OMS et des bailleurs nationaux et internationaux. La chaîne de redevabilité, du coup, elle est différente, hein. On a OMS, gouvernement, CDC qui est très souvent impliqué, et les bailleurs. On a beaucoup de pays dans lesquels ces 2 systèmes coexistent, puisqu'il y a très souvent, malheureusement, à la fois des urgences liées à des conflits ou à des réfugiés et des urgences de santé publique. Donc ça peut être le cas au Burkina Faso, au Cameroun, en RDC, et cetera, et où les 2 systèmes coexistent et parfois communiquent assez peu. Et les GTT, à ce niveau-là, ils ont vraiment un rôle intéressant à jouer puisqu'ils peuvent faire le pont entre la coordination humanitaire et la coordination en santé publique, au moins au niveau de tout ce qui est SMSPS. Donc, le système de réponse en urgence aux urgences de santé publique, donc vous avez une équipe de gestion des incidents et vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à peu près, qui sont tout le temps là. La coordination des partenaires, où là, je ne vais pas détailler là, le rôle à chaque fois des GTT puisque je vais y revenir plus tard plus en détail. Un point sur tout ce qui est communication sur les risques et participation de la communauté, tout ce qui est gestion des cas et approche clinique, la continuité des services de santé essentiels et tout ce qui est opération et autres. Vous allez voir qu'après, ça peut être encore bien sûr subdivisé. À la suite de ce qui s'était passé avec l'épidémie du Covid, il y a un gros travail au niveau global qui a été mis en place pour voir comment améliorer la réponse quand il y a des pandémies. Et donc, c'est un travail qui est encore en cours, mais qui me semblait important de vous citer ici, puisque la 77e session de la World Health Assembly, donc c'est l'Assemblée mondiale de la santé, hein, j'imagine que vous connaissez, dans laquelle siègent la plupart des États et qui adoptent des résolutions qui ensuite vont être adoptées au niveau des différents pays et appliquées dans les pays d'intervention. Donc, suite à la pandémie du Covid, il y a eu l'adoption d'un nouveau package d'amendements pour réguler la santé au niveau international. C'était un package qui existait depuis 2005 et qui a donc été amendé. Donc, la 77e assemblée de la World Health, de l'Organisation mondiale de la santé, c'était en 2024. Et cette année, suite à ce travail préliminaire, il y a eu l'adoption, alors en français on dirait de l'accord de l'OMS sur les pandémies, qui est un accord international qui vise à renforcer la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Et cet accord, il a donc pour objectif d'améliorer la coopération, notamment en matière d'accès équitable aux vaccins, traitements et diagnostics lors des pandémies. Et donc, ça a introduit un nouveau niveau dans l'organisation et les systèmes de gouvernance par rapport aux urgences de santé publique, qui est une alerte supérieure de ce qui existait jusqu'à maintenant, qui était une urgence de santé publique internationale. Vous allez voir sur la diapo suivante. Et cet accord, il entre en vigueur pour la majorité des États parties le 19 septembre 2025. C'est intéressant ces éléments-là pour vous, pour savoir effectivement un petit peu où est-ce qu'en est votre pays, est-ce qu'il a signé les traités, comment est organisée la réponse aux urgences de santé publique. On y reviendra après, mais bien sûr, être prêt pour répondre à une urgence de santé publique, idéalement, ça se prépare en amont et bien en amont de l'urgence. Si on attend le moment de l'urgence, ça va devenir très compliqué de se coordonner et d'être efficace. Donc, il y a tout un travail préparatoire qui est vraiment important. Et donc, je vous invite
vraiment à aller voir au niveau de votre pays quel est le système, quelle est l'organisation qui est faite pour les réponses aux urgences de santé publique. Donc avec ces nouvelles résolutions qui ont été faites, on a donc maintenant une approche différenciée entre urgence nationale ou régionale, et donc qui va être gérée, comme on le disait tout à l'heure, par des COUPS ou des COUMS et des GIS, des gestions d'incidents critiques. On va avoir un deuxième niveau qui est l'urgence internationale, donc qui va être à une plus grande échelle. Et enfin, le nouveau niveau, un niveau global, qui est l'urgence liée à une pandémie, pardon. Donc, ça, c'est juste un petit tableau récapitulatif, hein, mais voyez que du coup, à chaque fois, on a un petit peu une gouvernance et un objectif qui est différent. Et donc, c'est quand même important pour vous que vous compreniez un petit peu ces enjeux-là. Donc, on a le premier niveau, et là, c'est dès qu'il y a une détection d'une urgence humanitaire qui est dirigée par le ministère de la Santé, qui est un niveau national, avec une coordination opérationnelle nationale. On a un deuxième niveau donc, pour les épidémies qui sont plus internationales, dans lesquelles, là, c'est déclaré par le directeur général de l'OMS, dirigé par l'OMS, où on va mobiliser au niveau international la communauté internationale et les partenaires. Et enfin, un dernier niveau, hein, qui est une structure opérationnelle. Donc là, c'est tout ce qui est IMS et système de gestion d'incidents, qui est une structure opérationnelle activée donc là au sein du COUMP, du coup, ou du COUMS, comme c'est jamais le même nom, c'est pas évident, ou parfois d'un cluster santé. Et là, dans ce cas-là, le responsable, c'est l'incident manager qui gère les fonctions de commandement, planification, logistique et communication. Donc ça, c'est aussi au niveau national. Je vous ai fait un tableau que je ne vais pas vous détailler ici, c'est juste pour que vous l'ayez après dans la présentation PowerPoint qu'on vous donnera, on vous enverra par email, qui reprend à chaque fois du coup les rôles de chacun, le terme en anglais, le terme en français, pour que vous puissiez vous y retrouver un petit peu, parce que ça fait beaucoup de sigles et c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors, concrètement, comment ça se passe? Euh, Quand il y a donc une urgence épidémique, on a donc un dispositif qui est mis en place de santé publique, donc souvent appelé, comme je disais, COOPS, ou le système par les Incident Management System, hein, donc ça dépend un petit peu des situations. Et ce COOPS, il est structuré cette fois-ci autour de piliers ou de sous-groupes techniques. Et donc, c'est ça qui va être aussi un élément sur lequel on va revenir après, mais qui est intéressant puisqu'en fait, elle va avoir donc des piliers qui vont être santé, communication sur les risques et engagement communautaire, logistique, surveillance, etc. Et c'est là que la santé mentale et le soutien psychosocial doit trouver sa place. Hein, donc, à ce moment-là, dans certains pays, la SMSPS, elle est déjà pas toujours inclue ni dans les piliers, ni en groupe transversal, ni comme un pilier à part entière. Donc, il va y avoir souvent un travail de plaidoyer à faire pour intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial. Donc, ce qui est important au niveau du GTT ou des acteurs hein, de santé mentale et soutien psychosocial dans ce contexte-là, c'est de repérer où est logée et si elle est logée, euh, où est logée et si elle est logée dans la structure nationale de riposte. Est-ce qu'il y a des indicateurs de santé mentale? Est-ce qu'il y a des interventions de santé mentale? Ou bien est-ce qu'il faut faire du plaidoyer pour que ce soit intégré? Il faut ensuite qu'on travaille à la coordination entre ce pilier et les clusters humanitaires quand on est aussi dans une urgence où il y a des clusters. Et puis, on va travailler, bien sûr, quand on va mettre en place tout ce qui est SMSPS dans la réponse aux urgences de santé publique, on va le faire en accord et en assurant la cohérence avec les standards SMSPS du IASC et bien sûr, comme d'habitude, en évitant les doublons ou l'absence de services SMSPS. Donc,
On va travailler aussi sur une cartographie dans la réponse aux urgences de santé publique pour voir quelles sont les interventions qui sont mises en place, quelles sont celles qui manquent. Est-ce qu'il faut faire du plaidoyer par rapport à ça? Est-ce qu'il faut trouver des acteurs sur le terrain qui vont la mettre en place? Donc tout ce travail-là, évidemment, c'est le travail habituel de coordination des GTT SMSPS, mais ici, appliqué aux urgences de santé publique. Alors, au niveau global, il y a un travail qui a été fait pour justement vous faciliter le travail sur le terrain et au niveau global pour que la santé mentale et le soutien psychosocial soient intégrés dans la réponse aux urgences de santé publique. Et donc ça, c'est vraiment des choses quand vous faites du plaidoyer sur lequel vous pouvez aussi vous appuyer et qui peuvent vous faciliter le travail sur le terrain, puisque les assemblées mondiales de la santé, elles ont reconnu ces dernières années le rôle et l'importance des GTT-SMSPS sur le terrain et le rôle et l'importance des GTT-SMSPS aussi dans les urgences de santé publique et pas seulement dans les situations d'urgence, conflit ou catastrophe naturelle. Donc, je vous ai mis un peu des citations là pour que vous voyez bien que ça, c'est des citations que vous pouvez reprendre aussi quand vous faites du plaidoyer pour insister et pour expliquer, pour donner un appui institutionnel, on va dire, sur le fait d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence. Et c'est d'autant plus important parce que bien sûr, on a tous les arguments de pourquoi il y a un impact des situations d'urgence de santé publique sur la santé mentale et le soutien psychosocial et pourquoi c'est important de l'intégrer. Mais là, vous avez aussi un appui institutionnel et comme l'Assemblée mondiale de la santé, ce sont les différents gouvernements, bah, ça donne un appui quand vous allez discuter au niveau de votre ministère de la Santé pour l'intégration de la SMSPS dans ces piliers. Donc, le premier, il indique effectivement que l'importance de renforcer les services de SMSPS dans la préparation, la capacité d'action et la résilience dans l'optique des futures urgences de santé publique. Donc, vous voyez, c'est un élément qui est très clé et important. Et là-dessus, l'expérience du Covid a beaucoup mis en évidence l'importance de la SMSPS dans les épidémies et le fait que c'était un élément vraiment important à prendre aussi en compte et à intégrer. Et puis, en 2024, il y a eu un élément également qui est là aussi sur l'importance de la SMSPS avant, pendant et après les conflits, catastrophes et là aussi les urgences de santé publique. Et donc, à chaque fois, vous voyez, ce sont des éléments qui permettent pour vous de souligner la nécessité de la prise en compte de l'SMSPS dans la réponse et de façon plus précise, le rôle des GTT au niveau national, puisque vous avez vu, c'est cité là dans la première citation, les groupes de travail technique intersectoriels sur le soutien psychosocial et la santé mentale dans les situations d'urgence pour favoriser la coordination et la collaboration entre les secteurs, que ce soit dans les catastrophes, les plans de gestion des risques ou de préparation. Là encore, la préparation, comme je disais tout à l'heure, très importante, et dans les mécanismes de coordination de la riposte en cas d'urgence. Donc ça vous donne vraiment des points d'appui et le fait que les GTT SMSPS sont reconnus par l'Assemblée mondiale de la santé comme un mécanisme de coordination intersectorielle pour la santé mentale et le soutien psychosocial, y compris dans les urgences de santé publique, et le fait que les GTT doivent être formellement intégrés aux structures nationales de gestion des crises. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pratique pour les GTT? Eh bien, c'est dans un premier temps, bien sûr, d'identifier où siéger, c'est-à-dire qui gère en fait les urgences de santé publique ou tout ce qui est préparation aux désastres ou aux urgences de santé publique, qui décide pour pouvoir se mettre en lien avec ces mécanismes de coordination qui sont donc différents du mécanisme des clusters. Pouvoir bien sûr faire du plaidoyer et de l'information. Le plaidoyer, c'est aussi juste expliquer l'intérêt et de travailler avec les collègues sur l'intégration de la SMSPS
dans les plans de réponse aux urgences et dans les procédures opérationnelles standardisées. Là encore, il vaut mieux préparer en amont qu'au moment de l'urgence. Et j'ai entendu beaucoup de collègues récemment m'expliquer que bien qu'il y ait une expérience de certaines urgences de santé publique récurrentes dans certains pays, la coordination réapprend à chaque fois finalement comment mettre en place. C'est vrai que l'intérêt d'avoir des procédures opérationnelles standardisées, c'est de faciliter la réponse à l'urgence. Et on voit bien hein, les urgences de santé publique, il y a beaucoup de pays où c'est des urgences récurrentes. Et donc, quand on a des procédures standardisées, qu'on a des groupes qui continuent de se rencontrer de façon régulière en amont des urgences, qui se connaissent, qu'on a des cartographies qui sont établies, ça facilite beaucoup, ensuite la réactivité au moment de l'urgence, d'autant que souvent ce sont des périodes où on est très sollicité, où on a moins de moyens, moins de ressources du fait, de la crise, de personnels qui peuvent être malades, de mise en place de distanciation et donc, plus on a des procédures opérationnelles standardisées prêtes, plus on va être efficace. Et puis le troisième point, c'est d'assurer des liaisons donc, c'est intéressant que effectivement les GTT aient des notes techniques qui puissent être partagées entre les clusters et les cellules qui gèrent les urgences de santé publique, tout ce qui est cartographie commune, etc. Au niveau de la réponse, hein, effectivement, on est dans une préparation, comme je disais, avant l'urgence. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bien sûr, une intervention au niveau de la phase d'urgence aiguë avec tous les professionnels de santé générale et de santé mentale pour travailler en partenariat avec tous les collègues des autres secteurs pour faire une réponse qui soit pertinente et adaptée. Et un travail après l'urgence, même si souvent on est un peu épuisé, on a besoin de récupérer. C'est quand même intéressant de faire vraiment un travail sur les leçons apprises, adapter et faire évoluer si nécessaire les procédures standards qu'on avait mis en place ou les capitaliser si elles n'étaient pas en place et de réfléchir à comment on, dans la continuité, continue à mettre à jour les données, les cartographies, etc. Le cadre opérationnel, c'est le cadre opérationnel classique hein, du IASC en urgence de santé publique. Donc, on va travailler sur la coordination, la communication sur les risques et engagements communautaires, le soutien de personnel de santé, l'intégration dans les soins de santé primaire, le soutien communautaire, l'inclusion, les services spécialisés. Et on va utiliser la même pyramide d'intervention à plusieurs niveaux en santé mentale et soutien psychosocial. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une pyramide qui est disponible dans les directives de santé mentale et soutien psychosocial. Et il y a aussi un webinar dans les webinars là, sur les sessions francophones sur la pyramide santé mentale et soutien psychosocial que vous pouvez regarder en replay, qui explique bien ce que c'est. Et donc, c'est des interventions au niveau de la population générale jusqu'à des soins spécialisés pour un public très spécifique qui a des besoins beaucoup plus pointus, pour qu'on ait une réponse très large et globale en santé mentale et soutien psychosocial. Donc, cet esprit d'intervenir à plusieurs niveaux, hein, bien sûr, on l'applique aussi aux épidémies. Les principes, c'est la même chose, donc une intervention à plusieurs niveaux, je viens de le dire. Une collaboration et une coordination adaptée à la culture, au contexte et aux vulnérabilités spécifiques, construit sur et avec les structures de soins locales, en proposant aussi de la formation et de la supervision dans des environnements protecteurs avec des perspectives à long terme. On pense dès le départ à la fin de l'urgence et voir comment on renforce les systèmes à long terme. Hein, donc ça, c'est les directives classiques de la santé mentale et soutien psychosocial du IAS dans les urgences qu'on applique aux épidémies. Alors, quand on regarde, là, je vous ai mis donc dans toujours le manuel de coordination, hein, dans l'annexe 2. Alors là, ça va être pas lisible hein, parce que c'est un peu trop petit, j'imagine. C'est pour vous montrer. Vous pouvez vous y référer facilement. Comme je vous disais tout à l'heure, donc quand on parle de la réponse aux urgences de santé publique, on va avoir des piliers. Et donc là, vous avez un certain nombre de piliers. Donc, ils peuvent être un petit peu différents, bien sûr, hein, selon les pays et selon les urgences. Là, là, c'est un exemple donc, qui est tiré du manuel. On les retrouve quand même très souvent un peu les mêmes. Hein. Parfois, ils sont un petit peu subdivisés ou rangés autrement, mais c'est quand même très souvent les mêmes. Et vous avez à droite
les exemples d'activités qui peuvent être mis en place par la SMSPS. Donc, je vais vous donner un exemple après, mais par exemple, vous avez pour chacun de ces piliers des possibilités d'activités santé mentale et soutien psychosocial qui peuvent être inscrits. Ce qui fait que quand vous allez voir vos collègues et que vous travaillez avec eux sur comment on va répondre à une urgence de santé publique et qu'est-ce qu'on met dans les différents piliers, vous pouvez déjà vous inspirer tout à fait effectivement de cette annexe et de voir qu'est-ce qui est approprié dans le contexte. Là, c'est dans le cas où effectivement la santé mentale et soutien psychosocial est intégrée dans les différents piliers. On va voir tout à l'heure un exemple en Guinée où là, il y avait un pilier qui était un pilier spécifique et séparé santé mentale et soutien psychosocial. Donc là aussi, ça dépend un petit peu des contextes, hein, de voir si c'est mieux d'avoir un pilier qui soit séparé ou l'intégration de la SMSPS dans les différents piliers et où, mon ou n'est pas exclusif, hein, c'est et ou, puisque même si on a un pilier séparé, ça peut être intéressant d'apparaître aussi dans les différents piliers. Donc, je vous donne juste pour exemple le premier. Le premier, c'est le pilier coordination, planification, financement et suivi. Et dans les activités donc, qui sont possibles repris dans cette annexe au niveau du groupe des activités et des interventions SMSPS, le premier, s'il n'existe pas déjà, c'est de mettre en place un groupe de travail technique SMSPS multisectoriel. S'il existe déjà, c'est bien sûr de travailler en lien avec ce groupe, d'établir une stratégie santé mentale et soutien psychosocial qui s'attaque à la peur, à tout ce qui est stigmatisation et aux mécanismes d'adaptation négatifs et qui s'appuie et construit sur les dispositifs de soutien au sein de la communauté et dans le pays. Donc ça veut dire qu'on a une vision aussi, hein, bien sûr, des dispositifs de soutien existants dans le pays, de pouvoir les renforcer. Et puis, la troisième activité dans cet exemple, c'est d'établir des mécanismes de suivi, d'évaluation, de redevabilité et d'apprentissage pour mesurer l'efficacité des activités SMSPS. Donc, vous voyez trois exemples d'activités qui vous sont proposées dans le premier pilier et que vous pouvez réutiliser. Ça peut vous faire un peu une espèce de checklist pour vérifier. Un autre outil que vous pouvez utiliser pour savoir quelles sont les interventions à mettre en place dans les urgences de santé publique, c'est bien sûr l'ensemble minimum de services en santé mentale et soutien psychosocial. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, l'ensemble minimum de services en santé mentale et soutien psychosocial, ce sont un petit peu des documents, un document, un manuel, mais surtout un site internet sur lesquels sont préconisées dans les situations d'urgence quelles sont les activités minimales à mettre en œuvre. Je vous conseille d'y aller, la plupart des pages sont disponibles en français et dans lequel vous avez énormément d'informations. Donc, à la fois, c'est un consensus là qui a été validé par les experts pour savoir les activités minimum à mettre en place dans une situation d'urgence, quel que soit le type d'urgence, sur différents sujets, hein. Ça peut être santé mentale et soutien psychosocial et éducation, par exemple, et nutrition. Mais vous voyez qu'il y a aussi un chapitre sur intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la prise en charge médicale des maladies infectieuses. Et quand vous allez sur le site, ce que je vous encourage plus à faire que d'aller dans le manuel papier, parce que le site est mis régulièrement à jour et il y a plus d'informations, notamment sur des manuels existants. Et au niveau des épidémies, il y a beaucoup de manuels qui ont été publiés ces dernières années, donc je vous invite vraiment à aller sur le site. Vous voyez que là, vous avez 4 chapitres. Sur la gauche de votre écran, il y a une présentation de l'activité que je ne vais pas détailler ici, une liste de contrôle des actions sur lequel qu'on va regarder ensemble, un élément essentiel, la SMSPS, composante de l'intervention d'urgence de santé publique, et ensuite les lignes directrices des normes et des outils avec énormément de guidelines et de manuels que vous pouvez ensuite aller télécharger puisqu'il y a des liens intertextes. Là, j'ai décidé juste de vous montrer, entre guillemets, juste les actions clés pour vous donner un petit peu une idée, parce que ça peut vous donner justement une liste de choses que vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est ce qui est recommandé comme activité minimum
dans une situation d'urgence de santé publique. Donc vous voyez, c'est des choses qui vont être à des niveaux assez différents, hein. Donc il va commencer par élaborer, choisir, adapter et traduire le matériel et les documents si nécessaire. Donc par exemple, des documents d'information et de communication, des guides techniques pour le personnel, d'identifier des points focaux en santé mentale et soutien psychosocial pour fournir et coordonner les services SMSPS dans tous les établissements de santé. Veiller à ce que chaque établissement de santé dispose d'une d'au moins une personne formée et d'un système en place pour identifier et soigner les personnes ayant des troubles de santé mentale répandus et graves, répandus disons plutôt courants. Comment s'assurer que le personnel de santé est formé aux compétences essentielles en SMSPS, aux interventions cliniques de première ligne. Donc, vous voyez, vous avez toute une liste à laquelle vous pouvez vous référer pour vous assurer qu'effectivement, les activités minimum sont bien mises en place. Et donc, sinon, évidemment, pousser pour qu'elles soient intégrées. Je ne vais pas les détailler ici, dans l'ensemble, mais vous voyez que ça vous donne là aussi d'autres, façons de vérifier et d'avoir une liste qui vous permet de vous assurer qu'au niveau de la réponse aux urgences de santé publique, les, activités de base ou essentielles SMSPS sont bien inclus. Hein, donc, vous voyez, il y a aussi bien des choses sur les mécanismes de référencement, sur la question autour du deuil et des funérailles, la question de la formation des intervenants, la question de la santé mentale aussi de l'ensemble des intervenants. Et puis, vous avez un dernier chapitre qui est là, les actions supplémentaires à envisager, c'est-à-dire que c'est des actions, on a les actions précédentes, c'était des actions minimum. Et ensuite, il y a bien sûr des actions supplémentaires si jamais c'est pertinent au niveau du contexte et s'il y a suffisamment de ressources. Et donc, on vous donne d'autres exemples donc, qui sont faciliter les interventions communautaires comme les groupes de soutien, mener des interventions psychologiques pour les personnes guéries, etc. Là aussi, vous pouvez décider et les adapter, bien sûr, selon les contextes et les besoins du pays et les ressources disponibles. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, là aussi, d'autres activités complémentaires, hein, une ligne d'assistance dédiée, la diffusion de messages positifs pour réduire la stigmatisation, rendre hommage aux personnes touchées et aux intervenants de première ligne. Donc voilà, vous avez un ensemble d'activités qui sont proposées. Donc, je vous prends un exemple et vous pouvez accéder de toute façon à ce plan stratégique. C'est la réponse qui avait été faite en Guinée en 2021 pour la réponse à Ebola. Donc là, au niveau de la réponse en Guinée, il y avait, le choix a été fait d'avoir un pilier spécifique santé mentale et soutien psychosocial. Donc, vous voyez, il y a tous les piliers dont je vous ai parlé, enfin, qui sont assez classiques, hein. Et là, le choix a été fait d'avoir un pilier spécifique santé mentale et soutien psychosocial, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, n'empêche pas d'avoir aussi des points SMSPS dans les autres piliers pour renforcer l'action, parce que parfois, quand on a un pilier séparé, le risque, c'est de ne pas être suffisamment intégré dans les autres piliers. Donc moi, je vous invite quand même à rappeler dans les autres piliers ce qui est en lien en SMSPS avec le pilier concerné pour que ça évite une fragmentation trop importante de la SMSPS par rapport aux autres interventions. Et donc, dans ce pilier 11, voilà ce qui était proposé, hein. S'assurer que les plateformes de coordination multisectorielle de SMSPS sont renforcées et que tous les partenaires actifs sur la zone de travail y participent et en fassent partie. La coordination d'un dispositif pour la santé mentale et le soutien psychosocial est une initiative intersectorielle comprenant les acteurs de protection, santé et tous les autres intervenants concernés. Je ne rentre pas bien sûr dans le détail hein, de tout ce qu'il y avait dans le pilier, c'est juste pour vous donner un peu les grands titres. Il y avait ensuite mettre en place la surveillance, la responsabilisation et les mécanismes d'apprentissage pour s'assurer qu'on a des activités SMSPS efficaces. Intégrer les considérations en matière SMSPS de façon adéquate dans les évaluations de santé publique et dans les plans de préparation de réponse et de redressement. Chaque pilier doit avoir des indications claires sur l'intégration du dispositif SMSPS.
Donc là, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est bien s'il y en a aussi dans chacun des piliers, et intégrer systématiquement les considérations en matière de SMSPS dans le cadre de la mobilisation des ressources. Enfin, renforcer les connaissances psychosociales de base, comme les premiers secours psychologiques lors des flambées d'Ebola et en amont, bien sûr, hein, des flambées. Là aussi, c'est important de travailler en amont. Cartographier tous les services existants pour la santé mentale et le soutien psychosocial, en se veillant à ce que les mécanismes de coordination multisectorielle soient en place et que les intervenants SMSPS participent dans tous les secteurs, donc avec la santé, avec la nutrition, avec la protection, etc., avec l'eau et l'assainissement, notamment dans les épidémies aussi. C'est vraiment un secteur avec lequel il faut beaucoup travailler aussi. Mener une évaluation participative du contexte et des problèmes, besoins et ressources disponibles en matière de SMSPS spécifiquement liés à la culture, y compris les besoins en matière de formation et les lacunes dans les capacités au sein de l'ensemble de la gamme des soins de santé. Développer une collaboration efficace entre les organisations proposant des services psychosociaux, les membres de la communauté et autres parties prenantes pour maximiser l'impact positif des activités parmi la population. Donc, tout ça, vous allez le retrouver, hein. Là, il y a encore d'autres éléments. Donc là, je suis sortie, c'est des exemples, hein, que je vous donne qui ne sont pas dans le manuel sur la Guinée, mais pour vous donner, hein, des activités concrètes, puisque là, on est sur des aspects assez généraux. Après, évidemment, c'est important pour vous, au niveau concret, de voir sur le terrain quelles sont les activités, comment ça se décline en termes d'activités concrètes sur le terrain. Donc, je vous ai mis quelques exemples, hein, qui peuvent être d'évaluer et faire un travail sur les croyances, sur la transmission de l'épidémie, et donc comprendre les croyances autour de ça pour pouvoir accompagner et développer des approches de prévention qui soient adaptées culturellement et qui partent des croyances autour de l'épidémie pour la population. Je prends des exemples, hein, les exemples sur le choléra, par exemple, en Haïti au départ, qui étaient sur des choses au niveau de la magie, comment on travaille sur ces croyances pour que finalement les gens adoptent les mesures de prévention qui n'étaient pas celles qu'ils adoptaient, puisque c'était renvoyé à quelque chose de magique, et donc c'était pas le lavage des mains n'apparaissait pas comme une possibilité en termes de prévention. Donc comment on comprend ce qui est perçu par certains groupes dans la population et comment du coup on adapte et on travaille pour avoir un changement de comportement et que des approches de prévention adaptées soient mises en œuvre. Tout ce qui est, on peut travailler sur des groupes pour réintégrer des personnes guéries au sein des communautés, donc faire des groupes comme ça dans les communautés où on va travailler avec le retour des personnes, le fait qu'il y ait moins de stigma, moins de peur, d'explications, etc. Ça peut être la mise en place de groupes de soutien et d'analyse des pratiques pour les soignants. Ou oui, soit avec des peer groups, soit avec des travailleurs SMSPS. Ça va être de faire un travail de réflexion et d'adaptation avec la communauté sur des rituels funéraires ou de deuil qui puissent être adaptés parce que, par exemple, on n'a pas pu faire les rites habituels. Donc, comment symboliquement on peut faire un travail sur les rituels funéraires et accompagner les personnes endeuillées de façon adaptée. Ça va être comment on adapte une approche psychosociale quand on doit accompagner des personnes parce qu'elles sont en quarantaine. Comment on va aussi soi-même, si on fait ces interventions-là, faire pour avoir une approche psychosociale alors qu'on doit respecter des distances de protection. Donc, ça, c'est un peu des exemples de choses concrètes sur des interventions qu'on va mettre en place et des adaptations qu'on va devoir faire. Il y a eu, donc ça, c'est juste des exemples. Il y a des manuels sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour mieux comprendre et pour mieux savoir comment intégrer la SMSPS dans les urgences de santé publique. Il y a le manuel donc, dont j'ai parlé sur la coordination en santé mentale et soutien psychosocial. Donc, c'est toute la coordination, y compris dans les urgences de santé publique. Et donc, comment fonctionne un GTT, à quoi ça sert, c'est quoi ses activités, etc., avec des annexes, avec des checklists. Donc ça peut vous aider. L'ensemble minimum des services en santé mentale, soutien psychosocial. Je vous ai mis aussi le lien vers le drive des ressources francophones du IASC en SMSPS, dans lequel il y a un chapitre pour l'instant
SMSPS et Mpox, mais dans lequel il y a aussi des choses sur la Covid et sur d'autres épidémies. Et ce qui marche sur la Mpox, bien sûr, peut marcher pour d'autres épidémies avec une adaptation. De la même façon, ce qui marche pour la Covid peut aussi marcher sur la Mpox. Il y a aussi un certain nombre de guidelines spécifiques que je vous ai rementionnées là, la santé mentale et le soutien psychosocial dans les flambées de maladies à virus Ebola, par rapport à la pandémie Covid, les compétences élémentaires dans le domaine psychosocial, la prise en compte des aspects psychosociaux et de santé dans la Covid. Donc tout ça, c'est des documents là qui existent en plus tous en français, hein. Ils sont tous sur le Drive, bien évidemment, et accessibles, disponibles pour vous. Il y a aussi des données dans d'autres manuels comme les approches communautaires, etc., dans lesquelles il peut y avoir aussi des choses que vous utilisez, bien sûr, dans les urgences de santé publique. Pour les enfants, il y a Mon héroïne, c'est toi, avec dans les situations de Covid. Il y a eu aussi un livre qui a été adapté, Mon héroïne, c'est toi, au temps de l'épidémie Mpox, que vous pouvez utiliser donc pour les parents, les gens qui s'occupent des enfants et pour les enfants, bien sûr, pour travailler avec les enfants. Donc là, je vous ai mis un petit peu des exemples des considérations opérationnelles qui sont, par exemple, dans ce guidelines. Et puis d'autres recommandations là, spécifiques par rapport au Mpox que vous pouvez aussi retrouver donc dans le Drive et qui vous donnent des informations, mais qui sont aussi utilisables, bien sûr, dans d'autres contextes. Donc, ça, c'est un petit peu pour vous donner des pistes, mais bien sûr, ça ne se veut pas exhaustif. Et maintenant, je vous propose de céder la parole à mes collègues de la RDC puis de la RCA qui vont prendre la parole et qui vont vous donner des exemples Va concrets t'amuser, allez, va t'amuser. dans certains contextes. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Donc, je vais partager à nouveau mon écran, mais cette fois-ci, vous montrer la présentation des collègues de la RDC. Alors, je pense que je vais être obligée de faire la même manipulation en deux temps. Je m'en excuse, je ne sais pas pourquoi je suis obligée de faire ça à chaque fois. Hop, donc où est-ce qu'il est mon grand écran? Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien là en grand écran. Et donc, j'ai le plaisir, alors je vais remonter, hop, à la première. J'ai le plaisir d'inviter Dr Marie-Louise Kmanda et Dr Firmin Ouedraogo pour nous faire une petite présentation sur donc, le cas de la RDC qui, comme vous le savez, malheureusement, a de multiples urgences de santé publique. Donc, Dr Marie-Louise et Dr Firmin, je vous laisse vous présenter Merci beaucoup, Cécile, pour la parole. avec plaisir. Euh, Bonjour à tous. Nous allons vous présenter les cas de la RDC en ce qui concerne l'intégration de la SMSPS dans les urgences de santé publique. Dia? Oui. La RDC traverse depuis 3 décennies des crises complexes et récurrentes, ce qui en fait l'un des contextes humanitaires les plus prolongés, multidimensionnels au monde, avec plus de 25 millions de personnes ayant des besoins d'assistance humanitaire et de protection. Le pays fait face à des crises sécuritaires, humanitaires et sanitaires imbriquées qui affectent directement la santé mentale et bien-être psychologique des populations du fait des déplacements, tous ces contextes-là. Euh, la RDC est aussi sujet à des urgences de santé publique fréquentes et cumulatives.
Au cours de ces dernières années, dirons même au cours de cette année, il y a certaines épidémies qui sont successives. Comme présentement, on est à la désescalade de la 16e épidémie Ebola. En même temps, il y a aussi l'épidémie de choléra qui est sur place. La Mpox, même si le nombre de cas est diminué, donc parfois c'est plusieurs épidémies au même moment. À part les épidémies, il y a aussi des catastrophes naturelles. Au cours de ces dernières années, il y a eu des cas des éruptions volcaniques qui ont entaché vraiment l'état, la santé mentale et soutien psychosocial des populations, entraînant des déplacements massifs, notamment à Goma, au nord Kivu, et aussi des inondations. À Kinshasa, au cours de cette année, je crois au mois d'avril, il y a eu des inondations qui ont amené les mêmes effets. Et l'année passée, c'était à Calais, au sud Kivu. Et pour chaque urgence, il y a une mobilisation rapide du système national de santé qui est imposée et les partenaires qui viennent appuyer souvent dans des contextes de ressources limitées et de vulnérabilité préexistantes. Je vais passer au diapo suivant. Et par rapport, pour faire face à ces épidémies, ces urgences répétitives, le pays a mis en place par les canaux du ministère de la Santé publique, au travers de l'Institut national de santé publique, les centres des urgences, des centres de coopération, des opérations des urgences de santé publique, COUPS, dont vous venez de faire allusion dans votre présentation, qui est en fait une structure du niveau national chargée de la coordination multisectorielle de toutes les urgences de santé publique. Et il supervise la planification, la mise en œuvre, le suivi des interventions à travers les différents piliers techniques de la riposte. Et pour ce qui est de l'intégration de la santé mentale, soutien psychosocial, le Programme national de santé mentale, qui est un organe technique du ministère de la Santé du pays, a mis à disposition du COUPS un point focal pour assurer l'appui technique en matière de santé mentale et soutien psychosocial. Et ce dernier est chargé d'élaborer, d'intégrer les stratégies santé mentale, soutien psychosocial dans les plans nationaux de préparation et de réponse aux urgences dont le pays fait face ces derniers temps. Dia suivant. Et par rapport à cela, comme pratique ou bien par point fort, la santé mentale, soutien psychosocial a été prise en compte dans la 16e épidémie comme sous-pilier du pilier prise en charge holistique des cas. Ce qui a été également le cas pour le plan de riposte contre la Mpox. Il y a un projet au niveau pays par rapport à la résurgence d'épidémie de choléra pour y faire face, dénommé projet urgence fleuve sans choléra. Et le point focal santé mentale au COUPS est aussi partie prenante dans les préparatifs de la mise en œuvre du dit projet pour trouver des solutions durables dans le long terme par rapport à l'épidémie de choléra qui, pour rappel le contexte, est souvent tributaire du fleuve Congo. Donc, toutes les provinces frontalières du fleuve Congo, il y a souvent des épidémies de choléra qui reviennent régulièrement. Dia suivant. Maintenant, quel est l'apport et les stratégies du GTT national santé mentale? Nous allons vous faire l'économie de ce qui a été l'apport du GTT national pour la 16e épidémie Ebola. En ce qui concerne la coordination, le GTT
a mis en place une task force pour appuyer les COUPS. Il y a eu des réunions de coordination qui ont été dédiées à cet effet pour permettre un alignement régulier entre les GTT, les COUPS et les partenaires opérationnels. Un appui technique a été apporté à l'élaboration de la stratégie santé mentale Ebola sous la coordination du COUPS avec intégration dans le plan global des réponses. La cartographie 4W des acteurs intervenants en santé mentale a été élaborée à cet effet et il y a eu partage régulier d'informations. Et ça continue à faire les cas, même si on est en pleine accalmie de l'épidémie, qui depuis quelques temps, il n'y a plus de nouveaux cas s'y rajouter. En plus de cela, il y a collecte et diffusion des outils, des procédures opérationnelles standards, des bonnes pratiques, stratégies et des modules de formation utilisés par les partenaires pour favoriser la standardisation des approches, pour que les intervenants n'interviennent pas de façon dispersée et aussi qu'on puisse éviter les doublons. Bien suivant. Pour ce qui est des composantes essentielles, pour le volet suivi-évaluation, l'apport du GTT a été dans la définition et la validation d'un cadre d'indicateurs santé mentale, soutien psychosocial, à l'identification des moyens de vérification en termes d'échelle standardisée des bases de données mises à jour régulièrement, mais aussi pour le volet ressources humaines et renforcement des capacités. Il y a eu d'abord identification des besoins en formation des agents de première ligne, qui sont les cibles qui sont exposées. Donc, ils ont besoin de formation. Et aussi l'identification et l'adaptation des modules de formation en fonction des niveaux d'intervention, car il y a eu plusieurs épidémies et plusieurs modules de formation ont été déjà élaborés, mais il fallait maintenant adapter par rapport au contexte actuel, au profit des acteurs, comme des acteurs communautaires, fait des agents, des assistants psychosociaux, des travailleurs sociaux, des parasociaux, voire même des prestataires de soins. Et les modules appropriés pour chacune des catégories et aussi du temps disponible pour faire cette formation. Bien. Comme défi et perspective de l'intégration dans les urgences de santé publique en RDC, ce qui est positif est que la santé mentale, soutien psychosocial est désormais mieux reconnu dans les dispositifs nationaux de préparation et de réponse aux urgences de santé publique. Donc, c'est pris en compte. Ce n'est plus laissé pour compte comme ce fut autrefois. Et comme défi et perspective, il y a un plaidoyer qui doit être fait au niveau de l'Institut national de santé publique au travers du Centre des opérations des urgences et santé publique, COUPS, pour l'intersectorialité. Parce que la santé mentale demeure incisivement intégrée dans les autres composants de la réponse aux urgences de santé publique, telles que la surveillance, la communication des risques, la mobilisation communautaire, avec un accent encore trop marqué sur la prise en charge clinique au détriment d'une approche globale et coordonnée. Et cela est visible même par rapport aux différents rapports mensuels qui sont transmis par rapport à l'épidémie actuelle. Vraiment, la santé mentale est diluée. Et les aspects, c'est plus les aspects cliniques. Les aspects communautaires ne sont pas pris en compte, alors qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport aux survivants, leurs familles, la communauté. Autre perspective et directive, c'est de capitaliser et harmoniser les approches. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs épidémies, dans les pays pour lesquels les acteurs ont développé une expérience et une expertise considérable en matière d'intervention santé mentale, soutien psychosocial. Maintenant, il est temps qu'on puisse capitaliser cela et qu'on ne puisse pas continuer dans l'éternel recommencement. Pour ce qui a été déjà fait,
et de transformer ces outils, de transformer cela en outils partagés, de renforcer l'harmonisation des pratiques, indicateurs et protocoles afin d'assurer une cohérence et une qualité accrue des réponses à venir. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse vraiment ensembler cela, harmoniser, standardiser, mettre à la disposition de tous, de façon que prochainement, qu'on puisse y revenir, peut-être adapter par rapport au contexte, mais avoir déjà ce qu'il faut pour savoir quoi faire. Autre défi et perspective, c'est de renforcer les liens fonctionnels entre les GTT nationales, santé mentale, soutien psychosocial et COUPS, et en cela pour que la santé mentale soit positionnée pleinement, les GTT soient pleinement positionnés comme structure d'appui technique au COUPS pour l'intégration de la SCMSPES dans les réponses aux urgences de santé publique. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Marie-Louise. C'était vraiment intéressant et précieux de voir tout ce que vous avez déjà réussi à faire là au niveau de la RDC pour l'intégration de la SMSPS dans les urgences. Et il y a encore effectivement du chemin, comme vous dites, mais déjà c'est vraiment super de voir cette intégration. Je sais qu'il faut encore parfois se battre un petit peu pour être pris, que la SMSPS soit intégrée dès le départ d'une urgence, mais c'est aussi une construction que vous êtes en train de faire et qui va porter de plus en plus ses fruits au fur et à mesure du temps. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on va y répondre juste après. Une petite présentation orale de la RCA, de ce qui se passe en RCA et de justement là un autre quelque chose qui est en train de démarrer plus peut-être avec Kevin s'il est présent. Alors, Kevin, est-ce qu'il est là? Oui. Ah, super. Bonsoir, Cécile. Merci pour ta présentation, très, très pertinente pour la RCA. Je voulais aussi remercier Dr. Louise en RDC pour sa présentation qui résonne avec la réalité de la RCA aussi. Nous avons à peu près pris le modèle de la RDC avec la création du centre opérationnel des urgences en santé publique, COUSP. Et je pense que c'est une unité liée au ministère de la Santé et des Populations qui, disons que existe depuis quelque temps, mais ça n'a pas vraiment pris hauteur au niveau souhaité jusqu'à là, faute de soutien, des financements. Donc, au fur et à mesure que le COUSP prend pied sur le terrain, on a été buté à des crises sanitaires et de tout genre. Et ils se sont rendus compte du besoin d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans la réponse. Ça a été le cas, par exemple, tout récemment, en juin, avec la crise au lycée Barthélemy Boganda, quand plus d'une trentaine d'élèves ont péri après une explosion dans la cour alors qu'ils prenaient le baccalauréat. Donc, les psychologues regroupés autour du groupe de travail technique en santé mentale ont pu se présenter et partager les efforts pour stabiliser la situation. Et à partir de ce moment, et pas avant, le COUSP nous cherche, nous intègre dans la réponse à tout genre de crise. Actuellement, on fait face
aussi des crises de santé publique telles que le choléra, le Mpox. Ce sont deux épidémies qui inquiètent la Centrafrique, bien qu'ils n'ont pas encore déclaré, disons, une crise au niveau national. Et ça inquiète parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui entrent dans la Centrafrique, aussi des retournés des pays voisins, et beaucoup des zones où ils arrivent ne sont pas dotées avec les infrastructures pour répondre à leurs besoins humanitaires, et ça peut créer des risques de santé publique. S'ils ramènent des choses d'autres pays, ça peut aussi créer des vrais problèmes. Donc, je pense que ce que nous envisageons, c'est de former le personnel en santé mentale, soutien psychosocial, sur la prise en charge des cas de maladie, des cas d'infection à cause des virus. Nous avions prévu une formation cette semaine même, mais qui n'aura pas lieu pour une question de financement, mais qui aura lieu la semaine prochaine. En tout cas, ce que nous espérons, c'est de pouvoir encadrer le personnel médical sur le terrain dans les zones les plus touchées par ces épidémies pour qu'ils tiennent en compte les considérations clés en santé mentale qui ont été citées, qui ont été définies dans ta présentation. Donc, tout ce qui est la mobilisation communautaire, la déstigmatisation, tout ce qui peut vraiment gêner l'accès aux soins. Donc, nous espérons pouvoir reporter cette expérience et ça sera certainement quelque chose à suivre à notre niveau. Eh ben, merci beaucoup, Kevin, d'avoir complété effectivement cette présentation avec l'exemple de la RCA pour montrer effectivement ben, aussi où est-ce qu'on en est selon les périodes, selon la situation dans le pays, l'habitude ou pas de réponse aux épidémies, les ressources disponibles, la présence ou non depuis longtemps d'un GTT, etc. Et donc, la façon dont on construit, hein, c'est un processus de construction, effectivement, aussi, toute cette intégration de la SMSPS dans les réponses aux urgences. Donc, je vais fermer maintenant l'enregistrement. Voilà, et on va passer aux questions-réponses.